merci Emmanuel pour ce très bel exposé porté, comme souvent chez toi, par une joie constante de penser et que tu nous fais partager. Et il est beau de voir cet étonnement constant devant Simone Veil que pourtant tu connais si bien. D'ailleurs, j'ai noté tous les sujets d'exposé que tu as suggérés. Là, on pourrait en parler, là, on pourrait... Là, on est dans l'urgence d'en parler. Donc, on en a pour quelques temps. On a un petit temps pour échanger, que nous puissions partager nos questions. Et à Dioclète, on a l'habitude de terminer pour ceux qui le veulent en partageant un verre et quelques nourritures. Donc ceux qui ont le temps de s'y arrêter, ils seront contents de discuter avec eux. Moi, j'en ai une petite question simplement pour avoir votre avis. Est-ce que vous pourriez mettre en miroir le discours de Harvard de Solzhenitsyn par rapport au communisme, comme vous avez, dans la même démarche politico-spirituelle, si j'ose dire, ou est-ce simplement une autre analyse? Non, on peut le faire. Tous les grands résistants de l'Est, il y a une mise en écho avec Simone Veil qui m'impressionne. C'est le moine qui m'a fait penser ce miroir. D'accord. Alors, spontanément, j'ai fait des parallèles à plusieurs reprises dans des conférences avec Václav Havel, par exemple. Pour ceux qui connaissent les écrits politiques, il y a vraiment beaucoup de résonance, mais avec Solzhenitsyn aussi. Alors, je ne l'ai pas fait, mais ça serait à faire. Il y aura peut-être un essai à faire sur Simone Veil et Solzhenitsyn. Moi, j'ai été beaucoup impressionné aussi par les parallèles entre Solidarność et Simone Veil, les penseurs de Solidarność et Simone Veil. Quand j'ai été en Pologne sous l'état de guerre en 82-83, j'ai participé au pèlerinage de Częstochowa. C'était la seule manière d'entrer en Pologne sous l'état de guerre. J'étais frappé de voir que le manifeste de Solidarność qui était diffusé sous le manteau clandestinement, c'était quasiment un copier-coller de l'enracinement. C'est incroyable. S'il y en a qui connaissent le manifeste de solidarité de Joseph Tischner, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent, ça avait été édité par les syndicalistes de la CFTC et de la CFDT en France. C'est remarquable parce que c'est comme l'enracinement. Ce sont des thèmes qui ne paraissent pas politiques. Le travail, la liberté, la justice, l'histoire, etc. Comme l'enracinement. C'est de la métapolitique, mais qui est la source d'inspiration du combat politico-historique et syndical qu'a mené Solidarność. Donc voilà, tous ceux qui ont eu une vocation politique et une inspiration spirituelle dans les pays de l'Est, c'est très très proche, ça c'est sûr. Mais je ne pourrais pas vous dire spontanément où est-ce que le parallèle Solzhenitsyn serait le plus fort. Il y a la métaphysique du courage, bien sûr, chez l'un et l'autre. Courage articulé à la vérité. Voilà, oui, vérité. tout à fait. La sorte de liberté, bien sûr. Non, il y a cette notion de l'âme aussi, en fait. Oui, oui, oui. Je pense que... Enfin, je pense pas. On peut constater qu'aujourd'hui, on ne sert qu'une dimension de l'homme. C'est la dimension matérialiste. Et en fait, on oublie que l'homme total, l'homme en tout entier, est aussi spirituel. Et en fait, ça répond peut-être à ce malaise actuel de perception de la politique, justement. Peut-être. Ce qui est souverain chez Simone Veil, c'est cette analyse du totalitarisme comme étant sans âme, justement. C'est une idolâtrie, mais sans âme. Oui, mais elle en tire, justement, l'articulation. Vous aimez votre idée de l'articulation. C'est la vraie démocratie. Oui. D'accord. Donc vous avez encore beaucoup de conférences. Oui, d'abord merci beaucoup pour cette conférence très dense pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je crois que ma question porte sur justement quelque chose qui d'après vous faire encore un séminaire, c'était lié au point 14, au texte 14, et cette notion d'ordre. Oui.
bon, ce mot fait peur dans le cadre des totalitarismes, hein, d'ailleurs. Oui. Et comment elle le comprend? D'accord. Je pense qu'on est dans le monde de l'immanence ici, pas de la transcendance. Et Oui. est-ce qu'il n'y a pas un péril, un écueil ici par rapport à précisément ce contre quoi elle met en garde, non? Oui, oui, d'accord. Qui arbitre l'ordre? Alors évidemment, ceux qui parlent d'ordre nouveau, etc., on voit bien que ça peut faire frémir. Mais là, elle le prend dans le sens vraiment d'harmonie, hein, au sens grec. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, les couples d'opposés hein, qui sont distribués ensuite, l'idée c'est qu'il y a un ordre, une harmonie entre les besoins de l'âme, lorsque dans une société, on n'est pas obligé pour satisfaire un des besoins de nier l'autre, d'oublier l'autre. Donc par exemple, ceux qui ont l'amour de l'égalité, si ça les conduit à devoir éliminer la vérité de la hiérarchie, il va y avoir un danger politique. Parce qu'aucune société humaine ne peut se passer d'une hiérarchie consentie, hein, légitime, tout ce que vous voulez. Vous avez des textes sur la légitimité hein, de l'autorité qui sont fondamentaux chez Simone Veil, qui éclairent ça, et qui éclairent aussi la notion d'ordre en question. Cet ordre doit être immanent à l'harmonie des besoins. C'est pas quelque chose qui fait vraiment nombre avec les besoins. Vous voyez, comme l'enracinement, ça ne fait pas vraiment nombre. C'est d'un point de vue formel, d'un point de vue vital, l'unité circulaire de tous ces besoins s'ils sont vécus en complémentarité et pas en opposition. Voilà. Donc, plus facile à dire qu'à réaliser quand même, vous êtes d'accord Oui, mais comment dire, là, le mot ordre signifie qu'il faut trouver un type de régime politique où les institutions ordonnent l'harmonie entre ces besoins au lieu qu'ils soient en conflit. Qu'elle ne crée pas des conflits de devoir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça l'idée. D'ailleurs, elle le dit explicitement dans certains passages. Hein, il faut que la conscience humaine se sente libérée de la contradiction qu'il pourrait y avoir entre des devoirs qui sont aussi nécessaires l'un que l'autre. Voilà. S'il vous plaît. Oui. Alors, dommage, Simone Veil, que vous n'ayez pas réalisé que vous héritiez d'une figure prophétique du Premier Testament. Exactement. Je suis désolé, mais ça est dommage hein, qu'il ne soit pas là. Parce que c'est vraiment comme Jésus en a hérité, voilà. Et ça a été souvent relevé par plusieurs commentateurs qu'elle a une figure prophétique qui renvoie au prophète d'Israël. Voilà. D'accord. Et alors, comment ce que vous avez dit de Simone Veil peut éclairer maintenant? Parce que c'est maintenant que c'est important pour nous. Comment cette société qui est face à une puissance religieuse qui se veut presque idolâtre et un rejet, du coup, un enracinement qui se veut presque idolâtre de l'autre côté aussi. C'est la tension qu'on vit en ce moment. Comment on crée des infirmières au milieu? Eh ben, il faut créer des milieux de vie, voilà, comme le disait Simone Veil, qui puissent diffuser une inspiration anti-idolâtrique, si je le dis comme ça. Il faut des acteurs sociaux et politiques qui soient animés du même esprit. Voilà. C'est multiniveau, hein, là, le type d'urgence que Simone Veil aurait à... Donc moi, par exemple, je pense que des tiers-lieux comme celui dans lequel nous sommes, comme le Simone, le Dorothy ou d'autres, voilà, c'est typiquement quelque chose qui est un des éléments parmi d'autres de ça. Et après, il y a ceux qui ont l'audace d'aller en politique au sens fort, entre guillemets, la politique politicienne, entre guillemets, qui vont essayer aussi d'inspirer la même chose à leur niveau. Avec beaucoup plus de casse-gueule, peut-être que... Mais oui, il faut prendre des risques, hein. Alors, je ne sais pas qui a pris la parole en premier. Ma question porte... vous avez fait allusion, par exemple, au livre de Jérôme Alexandre, et au fait que, justement, Simone Veil, elle, ne refuse pas, en quelque sorte, toute compromission avec l'action, mais on a l'impression, avec ce que vous avez dit, que... elle la vit quand même, son action, y compris dans le domaine politique, elle la vit, et on pense aux infirmières de première ligne, dans une attitude prophétique, voire martyr, quoi, martyrologie. Donc, est-ce qu'il y a aussi une place pour l'action? Elle reproche à Proudhon, vous avez rappelé, de ne pas
parler un peu des méthodes, est-ce qu'elle pense aussi les moyens de la politique avec ce qu'il peut y avoir de compromission, et puis l'action de la violence aussi dans l'action, dans la vie des peuples. Une forme de légitimité. Ça, c'est voilà, une énorme champ de questions qu'il faudrait analyser avec plus de textes que je vais donner là. Bon, c'est sûr que Simone Veil ne s'est pas senti une vocation politique au sens classique, hein, d'engager une action politique au sens fort, chef de parti ou s'engager dans des élections ou je ne sais quoi, etc. Donc elle a une vocation intellectuelle, spirituelle et de martyr, si on prend le coefficient singulier d'appel qui a été le sien à la fin dans les circonstances de l'affrontement au nazisme, ça sûrement. Maintenant, il y a énormément de textes qu'on pourrait rassembler, ça n'a jamais été fait à ma connaissance, qui pourraient inspirer ceux qui s'engagent dans l'action politique au sens vraiment classique, et où on voit qu'elle médite la culture du compromis et la nécessité du pouvoir, y compris de l'État. Elle ne diabolise pas l'État dans toute la dernière phase de sa pensée. Autant dans les années 30, elle est proche de la critique de Proudhon, qui est tellement opposée à Marx que l'État paraît diabolisé. Autant quand elle réfléchit le type de régime à créer dans l'après-guerre, il y a une vérité nécessaire de l'État qui lui est évidente et qui serait très proche de ce que Chantal Delsol appelle l'État subsidiaire. Quand on se penche sur les textes de Simone Veil à Londres, elle est dans un modèle d'État de type fédéraliste, où l'État doit être contrebalancé par tous les pouvoirs intermédiaires que donnent les régions, que donnent les professions, que donnent les différents types de collectivités. Donc quand on voit ce que le mouvement fédéraliste a produit comme réflexion, très souvent il y a beaucoup de points communs. Décentralisation de la vie publique, refus de l'État jacobin, etc. Voilà. Ça c'est très très clair. Donc il y a plein de textes qui pourraient servir de boîte à outils pour des acteurs politiques voilà, de premier rang, si je me situe en tant que futur député ou futur ministre, je ne sais pas, oui. Mais ça a été très peu travaillé et valorisé, parce qu'on a cette image d'une Simone Veil anarchiste ou mystique, et ce qui peut nourrir l'action politique comme telle en détail, on ne voit pas trop. Mais est-ce que la notice sur la suppression des partis politiques, comment est-ce que la notice mais justement, mais on valorise trop ce texte pertinente? Oui, parce que, oui. Bon, enfin, pour moi, c'est une absurdité politique. Oui, d'accord, mais alors très bien, merci. C'est inexcusable dans les merci. années 40. Enfin, c'est une monstruosité politique. Merci. Eh bien non, voilà. Non, je défends ce texte. Voilà. On s'est disputé avec Chantal Delsol ou d'autres là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a pris ce texte comme justement risquant le totalitarisme. Si on élimine les partis, c'est une catastrophe. Ou bien comme même pas, une potage d'intellectuels de mauvais goût. Voilà, d'accord. Eh bien non, pourquoi? Parce que quand on contextualise ce texte, en fait, c'est un texte qui a été d'abord dirigé contre la politique des partis de la Troisième République. Et oui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Malheureusement, ça, elle s'est coltinée ça pendant 15 ans, Simone Veil, comme objet de réflexion. Et donc, c'est pas la suppression des partis en tant que telle qui va être la solution miracle pour une démocratie. Mais il faut prendre le texte dans le sens, et le problème c'est que ça a été trop valorisé par Alain et par les lecteurs de Simone Veil, ce texte, alors qu'il y a plein d'autres textes qui équilibrent celui-là. C'est un texte qu'il faut comprendre comme voulant contrebalancer les partis politiques tels que nous les vivons depuis, sinon des siècles, du moins des décennies, par d'autres lieux de pouvoir et de représentation politique. Et ça a une actualité pour moi, mais évidente et aveuglante. C'est-à-dire que pourquoi on reproche tellement à la classe politique aujourd'hui d'être une classe de professionnels déracinés de la vie réelle, qui sont sur des planètes bureaucratiques, technocratiques, etc. C'est parce que les modes de représentation de la vie publique, de la vie civique, etc., se sont concentrés dans un mécanisme électoral trop univoque, et que les autres types de délégations qui sont économiques, qui sont régionaux, qui sont culturels, etc., ont été ou sont très souvent anéantis par ce type de représentation. Donc il y a une volonté de penser des institutions nouvelles. Alors elle n'a pas eu le temps d'élaborer ce qu'il faudrait ajouter au Sénat, à l'Assemblée nationale, je ne sais quoi, comme type de représentation. Vous savez qu'à l'époque, le grand problème, c'était d'arriver à trouver quelque chose qui remplace les anciennes corporations, au plan socio-économique, pour que le monde du travail ait une dimension politique, alors que c'est complètement séparé du politique dans la manière de penser les démocraties modernes. Et Simone Veil trouve ça insensé. Donc il faudrait quelque chose comme une troisième chambre
à côté du Conseil Sénat et économique l'Assemblée, et social et qui environnemental. soit, oui, mais oui, Conseil économique et social, le type de représentativité civique qu'il a, quoi. C'était le référendum de 69. Mais là, il y a un vrai enjeu pour moi. Et c'est des penseurs comme Simone Veil qui peuvent nous aider à réfléchir ça. Autrement dit, il faudrait que le politique abandonne un peu à l'image de Dieu le pouvoir qu'il aurait en son domaine. Et il faudrait qu'il y ait une représentativité de la vie socio-économique qui soit vraiment de rang politique égal à un Sénat ou à une Assemblée nationale. Ça, pour moi, quand on lit Simone Veil, c'est évident que c'est une piste qui devrait s'imposer. De même, les cultures et les religions, elles ne pourraient pas avoir un rôle de représentativité politique, enfin civique, hein, auprès du pouvoir politique, vous voyez. C'est aussi quelque chose qui germe dans les réflexions de Simone Veil très souvent. Et ça, c'est en avant de nous, et c'est des débats auxquels on est confronté, je pense, aujourd'hui, souvent, mais de manière un peu implicite. Je ne vois pas beaucoup de théoriciens qui s'emparent de ça aujourd'hui au plan politique. Vous avez évoqué tout à l'heure... Allez-y, puis j'oublie pas, monsieur. Vous avez évoqué tout à l'heure que pour Simone Veil, le risque, c'était que l'Europe soit libérée par deux puissances opposées. Oui. Mais malgré tout, comme dit Mitterrand, les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Est-ce que cette opposition entre deux puissances n'est-elle pas exagérée? Il y a quand même un camp qui respecte la liberté à la libération, puis un camp qui l'a plus. D'accord. Alors, oui. C'est Voilà. ce que Solzhenitsyn a dénoncé. D'accord que l'Europe a été libérée par les Américains et pas par les Soviétiques, même si ceux-ci réclament leur part plus grosse du marché. Mais il est d'accord que jamais Simone Veil n'a accusé les USA de totalitarisme, comme elle le fait pour le nazisme ou le stalinisme. Cela étant, il y a une conscience chez elle, un peu comme vous la trouvez chez Saint-Exupéry par exemple, que l'Amérique, sa tentation propre, c'est l'idolâtrie économique. Et donc, si on ne contrebalance pas cette puissance économique et de l'argent par une inspiration spirituelle, il y a un vrai danger pour l'Europe de perdre son âme. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit dans les derniers textes de Simone Veil, très frappant. Et c'est assez frappant, là, si j'avais eu le temps, de montrer que, en pensant ensuite à la décolonisation, elle pense qu'il aurait été urgent, dès les années 30-40, d'avoir un dialogue avec les pays orientaux, elle dit à ce moment-là, pour que l'Europe, qui est une moyenne proportionnelle entre l'Orient et le monde anglo-saxon, eh bien, soit la plateforme mettant en dialogue ces différentes parties du monde d'un point de vue géopolitique, mais voyez, en ayant à l'esprit une sorte de géopolitique spirituelle, où les inspirations religieuses spirituelles qui viennent d'Orient puissent continuer à animer la puissance politique et économique qui s'est développée dans le pôle occidental et anglo-saxon. Quand vous voyez les évolutions politico-historiques aujourd'hui, c'est assez prophétique. C'est-à-dire que si le christianisme se pensait comme une dimension orientale et pas seulement occidentale, vous voyez, si l'islam arrivait à se libérer du théologico-politique pour arriver à s'allier avec d'autres puissances spirituelles, l'enjeu du dialogue interreligieux, vous voyez, etc., on voit que Simone Veil a une vision qui manque souvent aujourd'hui à certains schématismes. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Paul II, quand il parlait de l'Europe des deux poumons, oui, façonné par cette pensée polonaise assez inspirée, est du même registre? Pour moi, les deux poumons de l'Église de Jean-Paul II, ce que le pape François aujourd'hui fait au niveau mondial en essayant de sortir des blocs de puissance, voyez, c'est aussi analogue. Oui. C'est pour ça que votre expression « les besoins de l'homme » remplacerait largement les droits de l'homme. Oui, dans la culture politique d'aujourd'hui. Je pense que ça libérerait beaucoup. Alors, vous avez toute la polémique sur le droit comme risquant d'être toujours individualiste, hein, dans la vision de Simone Veil. Bon, on peut discuter parce qu'il y a une vision du droit qui peut être autre. Hein, mais voilà, elle a cette crainte. Et puis, besoin de l'âme, obligation, comme dirait Lévinas, ça suggère un primat d'autrui sur moi, la manière de penser, les revendications. Voilà.